Donc, tout d'abord, merci à Ackper de cette invitation. Donc, effectivement, je vais vous parler de l'extension équipement, extension de durée de vie. J'ai fait ma présentation en anglais, je vais parler en français. Ça se peut que je fasse un peu d'anglicisme, surtout repowering, ne m'envoyez pas. J'essaierai de parler correctement en français. Ça doit pas être ça, c'est ça. Donc, aujourd'hui, je représente Power Factors, qui fait partie d'un groupe Renewable Energy Infrastructure Group. C'est un groupe américain. Donc, parmi nos frères et sœurs, il y a MaxGen, qui est un centre d'opération et de fiabilité pour des équipements solaires, éoliens et stockage. Nous avons nos confrères de WWS qui rendent des services sur site de maintenance et de préparation solaire et éolien, aussi des formations de mécaniciens. Donc, ce sont des compagnies qui sont basées en Californie. Power Factors et Ecosoft, on est principalement basés à Montréal et à Brossard. Donc, ce que nous offrons, c'est une plateforme intelligente de données allant de l'archivage des données SCADA jusqu'aux opérations sur site, bons de commande, gestion des connaissances acquises sur les pannes passées, ainsi de suite. Et puis là-dedans, il y a la case sciences des données où j'interviens. Donc, ceci étant dit, un peu plus pour vous dire ce qu'on fait Power Factors. Donc, pour ceux d'entre vous qui connaissaient Arista, nous, on avait ces deux cercles-là. Donc, ça, c'est les trois piliers de notre plateforme. Donc, connaissance de la technologie. Donc, Arista, on était des experts de l'éolien. Du côté Power Factors, ils ont apporté l'expertise solaire. Donc, nous sommes tous des ingénieurs ayant entre 15 et 20 ans d'expérience dans le domaine. Le domaine des sciences des données, donc notre équipe, on est tous des PhD ou des maîtrises. Et ce qu'a apporté surtout Power Factors, c'est le côté professionnel informatique, donc tout ce qui est acquisition de données hardware, mais aussi solutions professionnelles logicielles. J'ai fini mon speech de présentation, si vous voulez. De quoi je vais vous parler ce matin? Donc, je vais revoir un peu. Vous voyez ma présentation comme une introduction à ce qui va suivre. Donc, je vais vous parler un peu de ce qui se passe au niveau de l'extension de durée de vie rééquipement dans le monde. Je vais vous dire les options qui sont pratiquées. Bon, il n'y a pas de mystère là, mais juste vous rappeler ce qui se fait actuellement. Et puis, je vais vous donner aussi quelques considérations de coûts qui peuvent vous intéresser peut-être pour savoir quand vous allez devoir prendre une décision sur les options qui s'offrent à vous. Ça peut vous aider évidemment avec des gros disclaimers, comme on dit en chinois. Donc, ce graphe-là, je vous présente simplement la puissance cumulée au niveau global. Ces éoliennes-là, typiquement, sont conçues selon la norme IEC 61400, qui était basée sur 20 ans de durée utile d'opération. Les choses évoluent maintenant, en particulier le offshore, qui demande beaucoup d'investissement. Du coup, la durée d'amortissement, on pousse pour que la durée d'amortissement soit plus longue. Aussi, l'expérience du terrain, les avancées technologiques nous permettent d'aller au-delà de 20 ans, peut-être 30 ans. Mais ceci dit, à toutes fins utiles, ce qui nous intéresse ici, ce sont ces éoliennes qui approchent la durée de 20 ans. J'ai mis deux polygones rouges. Un premier pour une quantité de 120 gigawatts à peu près qui arrive à 10 ans d'échéance. Je vais vous reparler de cette date-là. C'est pas forcément, les gens n'attendent pas forcément la fin de la durée de vie pour s'occuper de ce qu'ils vont en faire. Très souvent, surtout en Europe, et même aux États-Unis, dernières années, ça arrive vers 10 ans. Sinon, si on considère qu'on va rouler pendant 20 ans, vous voyez qu'on a à peu près presque 24 gigawatts qui ont 18 ans et plus, donc c'est un problème qui est actuel. C'est pas quelque chose qui va arriver dans 5 ou 10 ans. Si on regarde ce qui se passe en Europe, donc en Europe, c'est pas mal ce qui pousse à faire du repowering, c'est pas mal les politiques énergétiques et puis les subventions. Les gros marchés, évidemment, les gros poids lourds de l'éolien, mais également la France. Donc la France qui va faire son premier repowering, qui a commencé son premier repowering en 2018. Et là, vous avez les projections de repowering qui est donnée par Wind Europe. Alors, vous voyez qu'on parle de milliers de mégawatts, donc gigawatts par an.
Donc, on arrive en 2030 à quelques 7 gigawatts d'éoliennes qui devront être remplacées ou rééquipées. Ces prévisions-là, en fait, essayent de suivre la politique énergétique de l'Union européenne qui veut 50% de son énergie électrique basée sur les renouvelables en 2030. Donc, vous voyez que c'est quand même un gros marché. Je ne vais pas plus loin que ça. Je sais que Santiago va vous parler du marché européen. Donc, je m'arrête là pour l'Europe. Ce qui se passe aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, on a eu un gros boom de repowering en 2017-2018 et c'était purement basé sur des considérations de subventions. Donc, je suis sûr que vous connaissez tous le Production Tax Credit. Donc, les opérateurs qui étaient prêts à investir pour renouveler et moderniser leur parc avaient droit à un crédit d'impôt, ce qui a abouti à 2 gigawatts de repowering en 2017, à peu près la même chose en 2018, et puis ça va aller, on pense que ça va durer quelques années. Est-ce que c'est une bulle ou ça va durer, on ne sait pas. Mais en tout cas, les parcs qui ont été renouvelés, c'était des parcs qui avaient 9-14 ans d'âge. Donc c'était vraiment une question d'aller chercher des crédits d'impôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ces graphes-là vous montrent un peu en quoi ça a consisté le repowering. Donc, vous voyez, la hauteur de moyeu n'a pas bougé, donc on a gardé les tours. La puissance nominale n'a pas vraiment bougé non plus, donc on a gardé pas mal la nacelle et la génératrice. Ce qui a bougé, c'est qu'on a allongé les parcs. Donc on a été chercher des efficacités meilleures pour les éoliennes. Donc c'est ça qu'on a été chercher principalement. On peut en parler plus pendant les questions si vous voulez, mais ce marché-là a surtout profité à GE qui était là avec une solution toute prête. Et ils ont profité de la situation. Donc, on va voir ce qui arrive dans le futur. Ce qui se passe au Canada, à ma connaissance, il y a un seul cas de repowering qui est celui du Nordais, donc Cap-Chat, Matane. Les éoliennes ont été installées en 98-99. Le contrat d'approvisionnement avec Hydro-Québec Production court jusqu'en 2033, si je ne me trompe pas. Et donc, l'opérateur propriétaire TransAlta, il y a bien des années, a commencé à vraiment prendre en charge totalement la maintenance, la réparation, la construction de pièces détachées des éoliennes anciennes qui n'existent plus. Les Negmicon ont été discontinués depuis plusieurs années. Donc, je pense qu'on peut parler d'un vrai... C'est une sorte de repowering en permanence, si vous voulez. Et vous voyez bien aussi que ce parc-là va opérer bien au-delà de 20 ans théoriques. Mais c'est quand même probablement un cas particulier. Je voulais aussi mentionner le cas de Coleridge, qui est encore TransAlta. Donc, ils ont démantelé le parc après 23 ans d'opération. Le site est complètement démantelé, disons, mais il n'est pas hors de question que TransAlta revalorise le site, que construise un autre parc. Donc, ça à peu près ce qui se passe au Canada. Et puis, j'arrive à ce qui nous intéresse peut-être plus particulièrement au Québec. Donc, vous avez la puissance cumulée au Québec, selon ce que j'ai pu compiler des données du Québec Distribution. Donc, les premiers parcs d'Inergex, Baie des Sables, Ansavalo, Carleton. Petit pincement aussi, Baie des Sables, c'était le premier parc sur lequel j'ai travaillé pour les données opérationnelles. Ça venait d'être mis en service. Et puis là, ça veut dire que ça fait déjà... Je suis aussi vieux que... je ne suis pas aussi vieux que Baie des Sables, mais je suis arrivé au Canada à cette date-là. Donc, c'est un peu... Donc, qu'est-ce qui se passe ici? De contrat de 20 ans, il y a quelques parcs qui ont un contrat de 25 ans. Déjà, vous voyez que, bon, c'est pas tout à fait 20, la technologie avait évolué. Mais en tout cas, les premiers parcs arrivaient à se poser la question, ça sera en 2026, 2027, 2028. J'ai fini mon revue de marché de ce qui se passe un petit peu partout dans le monde. Là, je vais vous parler un petit peu des différentes options. Donc, la première option, je l'ai appelée un peu l'extension de durée de vie. C'est un petit peu, on opère le parc tant qu'on peut, en acceptant le coût de maintenance plus élevé probablement, jusqu'à ce que ça fasse plus de sens économiquement ou qu'on ait des problèmes d'ordre administratif ou permis ou, disons, une décision d'affaires. Je ne vais pas trop insister là-dessus. Je sais que Santiago, c'est son sujet. Comment on fait pour calculer combien d'années supplémentaires on peut faire tourner les éoliennes? La seule chose que je voulais dire, excusez-moi si je suis sur votre... Il fallait me le dire.
ce qui est très, très important, c'est des données de haute qualité que vous devez garder tout le long de la durée de votre vie. Santiago va vous expliquer comment il va utiliser les données opérationnelles pour estimer la durée de vie existante. Et il y a, comme toujours, quand vous parlez à un consultant, il ne va pas vous donner blanc ou noir, il va vous dire peut-être, peut-être pas, il va vous donner une incertitude. Si vous voulez que votre incertitude soit faible, il va falloir que vous ayez des données historiques de longue date et de bonne qualité. Donc, c'est le seul message que je voudrais passer. Vous allez voir la présentation de Santiago qui est très intéressante. Deuxième option, ça serait de faire un rééquipement partiel. Alors, il y a un tas de possibilités. Typiquement, ce qu'on voit, c'est on remplace les équipements majeurs. Équipements majeurs, ça va être les pales, tout ce qui est rotor, donc l'axe principal, la boîte d'engrenage, tout ça, sans toucher à la capacité de la génératrice, c'est ce qu'on a vu aux États-Unis. Il se peut qu'on veuille changer tout ça. On peut envisager de changer complètement la nacelle. Ça peut se faire. C'est pas ce qui s'est passé pour l'instant aux États-Unis, qui est le marché le plus proche de nous. Une fois de plus, j'insisterai sur la qualité des données. À nouveau, quand les ingénieurs vont vouloir installer de nouveaux équipements, il faut qu'ils sachent quelle est la résistance résiduelle de tout ce qui va supporter ça. Et plus vous avez des données, mieux il saura vous donner un avis avec moins d'incertitude. Enfin, la dernière option, évidemment, c'est le full, donc c'est démantèlement complet, reconstruction à neuf. Je voudrais juste attirer votre attention que c'est quand même pas comme si on partait à zéro. Là, c'est un site qui a été exploité. On a beaucoup de connaissances du site, de la ressource. On a une évolution historique. On a un réseau de prestataires de services qui est là. Donc, j'espère que l'acceptabilité sociale était là aussi. Donc, tout ça, ça a beaucoup de valeur. Et puis, aussi, il y a une valeur résiduelle dans les équipements. Il y a beaucoup de transformateurs qui sont encore bons à utiliser après 20 ans d'opération. Donc, il y a quand même beaucoup d'avantages à un site qui a déjà été exploité, même si vous repartez à zéro, vous démantelez, vous repartez. Évidemment, les défis, c'est le contrat d'approvisionnement, tout ce qui est permis, impact, c'est à refaire, mais je pense que quand même, vous ne partez pas de zéro. Il y a beaucoup de valeur dans ce que vous avez démantelé. Quelques remarques en guise un petit peu aussi d'introduction à ce que va vous présenter Ryan. Donc, Impact, c'est quelque chose de dynamique. On essaye d'améliorer ses performances en permanence ou corriger les erreurs. C'est normal, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Donc, vous avez beaucoup d'offres qui s'offrent à vous. Donc, ça peut être des améliorations matérielles, donc des éléments aérodynamiques qu'on améliore. On peut vous proposer d'allonger les pales, c'est ce dont je viens de parler. Ou alors, ça peut être des améliorations logicielles, donc meilleur contrôle, algorithme de contrôle, ce genre de. Évidemment, ces modifications ont eu un impact sur votre structure. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que si jamais plus tard vous voulez faire extension de vie ou rééquipement, eh bien, il faut bien avoir documenté et mesuré ces impacts, donc avant, après, pour qu'une fois de plus, l'ingénieur puisse faire son travail correctement. Sinon, son incertitude va grandir encore plus. Donc, en particulier, je vous ai donné un petit peu le schéma de fonctionnement que nous, on propose. Donc, très souvent, ce qu'on va proposer, c'est de faire des mesures avant le changement, des mesures après le changement, et puis très souvent, ce qu'on préconise, c'est d'avoir au moins une éolienne témoin et une éolienne où on fait les changements, et puis on compare pour quantifier exactement ce qui se passe. Alors, quantifier, c'est pas juste aller voir si ma vitesse nacelle et ma production ont changé, mais c'est également aller voir les vibrations, aller voir les charges. Donc, à vous de choisir jusqu'où vous voulez pousser pour que plus tard, si jamais on vous pose la question, qu'est-ce qui s'est passé avec cette éolienne, c'est quoi la durée de vie utile, puis avoir de bonnes réponses documentées. Ici, dans le petit coin, vous avez ce dont va parler Ryan, donc le Power Cone. Donc, c'est un dispositif aérodynamique qui s'installe sur le moyeu de l'éolienne. Ryan va vous en parler plus, mais ils sont en train de travailler avec, je pense qu'on peut dire, avec Capstone en Ontario pour faire un test en taille réelle. Et donc, Power Factors, nous sommes en train de travailler avec eux en appliquant cette méthodologie pour documenter le avant et le après entre une éolienne témoin et une éolienne modifiée. C'est pas mal un des derniers
diapo. Donc, je vous avais promis de parler un peu des considérations de coût. Je pense que je surprends personne. Donc, pardon. Donc, le graphe du haut, c'est le coût d'investissement. Donc, j'ai pris un premier scénario. On augmente la durée de vie de 5 ans, disons qu'on va de 20 à 25 ans. Mes hypothèses, c'était un parc de 100 MW avec des 1,5 MW qu'on passerait à des 3 MW, disons. C'est presque pris au hasard. Mais disons, c'était ça l'idée. 5 ans d'extension de vie, les investissements sont minimes. Probablement quelques inspections, quelques rapports d'ingénieurs indépendants. Je n'ai pas tenu compte des implications peut-être au niveau des assurances. Ça, c'est trop spécifique à chaque projet, mais disons que les investissements sont minimes. Deuxième option, ça serait remplacement des composantes majeures. Donc, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Allonger les rotors et puis changer tout ce qui est allonger les pales et puis changer le train de roulement en conséquence. Un petit peu plus cher. Troisième scénario, ben là, on change complètement la nacelle. Et puis, dernièrement, ben, on démolit, on reconstruit la même puissance installée, mais avec 2 fois moins d'éoliennes. Donc, c'est ce que ça m'a donné. Alors, prenez ça avec des pincettes, là, c'est juste pour vous donner des ordres d'idées. Je pense que ça étonne personne, mais au moins, ça met quelques ordres de grandeur. Pour ce qui est de l'opération, évidemment, ça se présente dans l'autre sens. Un vieux parc, ça prend beaucoup de maintenance, beaucoup plus de réparation. Et puis, évidemment, le coût de maintenance, ça sera le plus faible avec un parc refait à neuf. Bon, ça, c'est mon dernier slide de conclusion, là, puis je vais m'arrêter là. Mais je pense que, évidemment, je vous fais confiance pour les 2 premiers points. Pour les 2 derniers points, je pense qu'investir dans les données, c'est important, surtout si vous faites des modifications à votre parc. Et puis, le dernier aussi, je pense que j'ai une petite animation qui devrait arriver, c'est méfiez-vous aussi des boîtes noires qu'on vous offre. OK, donnez-moi vos données, je vous sors la solution optimale, j'ai des algorithmes que personne n'a d'autres. Là, je pense pas que c'est encore vrai. Ça prend encore quelqu'un, un expert, qui regarde aussi bien d'où viennent les données et puis ce qu'on fait des données pour qu'on puisse vous donner l'heure exacte. Voilà. Merci pour votre attention. Yes, thank you very much for the AQPER to host and have me here, and thank you for Alex for the invite. Happy to be on the panel with these 2 esteemed colleagues who have much more experience, and I was learning a lot from them listening to their talks. As I say, I'm in the renewable space now for about 5 years, but in that time, I've locked onto one of the major aerodynamic shortfalls in the wind industry and in wind turbine design. And so today I'm going to talk to you about the power cone technology, which is the primary technology that Biome is bringing to market right now, and talk to you primarily about how the power cone can influence end of life and be influenced into repowering decisions that IPPs might be making. So first, I'll start about who we are. So Biome is an industrial design group. We look at nature for inspiration in the design and engineering of renewable energy technologies. So we're primarily in wind, like I was talking about. We're also getting into tidal right now a little bit, and eventually we'll get into hydro. We use nature sort of as the secret sauce to develop the technologies. And the power cone, like I was saying, is the main one. So what's the big problem with wind turbine design? Really for the last 20 years, even when the first ones were going up in Denmark, it's this area in the center of every turbine, which is called rotor root leakage. And so what occurs on a turbine when it's operating, you have a blade, which has, of course, an aerodynamic profile, and that aerodynamic profile goes down to form a circular root section. It's circular, of course, because for structural reasons. The blade is effectively a long beam, which has to be supported. But when that turbine is operating, you actually have an area of low pressure, which will develop around the hub. And when that contrasts to an area of high pressure, which is occurring out in the outer section of the rotor, you get a pressure imbalance along the rotor, which is not good for loads, for one, but it also drives inefficiencies. Rotor root suction as a phenomenon occurs when the flow actually gets sucked into the center of the turbine. So
So it's actually robbing the turbine of the potential power that you could be generating. You can see a little image here of what occurs. So this is near the root of the blade, and the area in red there is actually the flow separating off the blade prematurely. Now this causes vibration. These vibrations go through your main shaft into your gearbox, and they impact the lifetime of your turbine asset. So this is not good. We want to make the entire blade blue if we could, and if it were blue, that means the flow is staying attached to the blade, and you're getting the maximum power you can with the minimum of vibration and loads, and that's what we want. So this is the power cone. The power cone is an aerodynamic add-on which bolts to the center of the turbine. And it's doing a couple of different things aerodynamically. So first off, what it's doing is it's taking that area that was an area of low pressure and it's turning it into an area of higher pressure. And so we smooth out the pressure distribution across the rotor disc. So that decreases loads on the entire rotor to start with. The way our blades are designed, they then channel that flow onto the suction side of the blade, and they promote the local flow velocity to increase in that area of the blade, and it allows that flow to stay attached. Thirdly, what we're doing, of course, is we're promoting this flow to actually get diverted a little bit away from the center axis, and so we're actually promoting torque for the entire rotor. So even though the technology is at the center of the turbine, we actually impact the aerodynamics of the entire rotor, which is not intuitive, and you may not know that, but that's what we're seeing now. The power cone itself there's 3 blades that bolt together, and there's a mounting bracket that holds them all together. So the power cone is a static device. There's no moving parts to it. It co-rotates with the rotor. It effectively becomes a part of the rotor. Installation time, we think, is about 1 to 2 days, and it bolts hard point to hard point onto the outer race of the slew ring, so it's a very solid structure. We're working right now with our primary customer Capstone and with Vestas. We're doing our pilot on a Vestas turbine. So Vestas Engineering is helping us with all the little details like lightning and so forth, which I'll talk about in a moment. Anyway, this is the primary technology. And what does it do? So far, we have modeling and we have wind tunnel testing and scale model testing. We are yet to do our full-scale pilot to really validate what the technology does, but all indications is that it's shifting the power curve to the left by about 0.8 meters per second or so, almost up to 1 meter per second. So if your turbine was going to cut in at 3 meters per second, now it cuts in at around 2.2, we think. And that shift gives you a big power increase because that shift means you hit rated power earlier, so you're increasing your capacity factor as well. Depending on where we put the power cone, of course, you're going to get a different AEP result depending on the wind class and the wind resource that you have. The power cone is going to work better in a class 3 wind condition than in a class 1, but of course it will still work on all of them. We just think that when you run all of the math and you run all your spreadsheets and that, you definitely do see a few more percentage points on the AEP when you're in a class 3 as opposed to a class 1. But the power cone technology itself is being designed to be OEM agnostic. So we can retrofit every wind turbine in the world today with this. There's no limitations for that. So in addition to AEP, which we're modeling at somewhere between 10 and 13%, which I know is a very large number, it is industry leading if we are able to actually prove this at full scale, but that is we think a reasonable target actually for us to hit. We decrease the loads on the rotor, like I was talking about, and we think we also reduce the aeroacoustic signature. So we're reducing noise, we're reducing loads on the rotor, and we're giving you more AEP. This is a triple threat, which is not done in the wind industry. So when I come and give these talks, people they're quite skeptical until they start to see some of the data that we have. DNVGL has run a bladed analysis on this. That's really where our aeroacoustic noise claim is coming so far. We are doing noise testing as part of our full-scale pilot. We've just completed the baseline noise test, which is now done at the wind farm. When the power cone goes on, then we'll do another noise test. That noise reduction is really being driven not by the power cone itself and what it is doing, but what it is allowing the turbine to do, and it has to do with the blade pitch angle. The noise is really coming from the outer third of your blade, as many of you would know. And so when you reduce that, you actually should reduce, we think, the noise by maybe a decibel or two. We will see what the data says at the end of the day.
Wake. Wake is also a big problem for turbines. So once we test it on one turbine, we're then going to be working with Capstone to test it on the whole farm. There's also, we think, AEP and loads impacts at the wind farm level, because the power cone is also posited to reduce the size of the wake. And that happens because when you increase the efficiency of your rotor, you necessarily decrease the size of the wake because you increase wake mixing behind the turbine. You have a difference in flow velocity that increases from straight behind the turbine to the free stream. That increases wake mixing, and that will shorten your wake. So there's benefits, of course, for developers. There's benefits if you're repowering. There's lots of benefits for this value in the wind industry, we feel. So how do we do this? How have we come up with this? We have looked to nature to understand rotor aerodynamics, primarily. So Biome harnesses a feature called time-dependent energy transfer. And that is a fancy way of saying that we take more time to slow down the air for your rotor. A wind turbine operates on a pretty narrow time scale when we're taking power out of the wind, and we increase that time scale ever so slightly because our power cone comes a little bit ahead of the rotor and a little bit behind the rotor. And so when you increase that time scale, you allow the turbine to extract the power out of the wind in a more graceful fashion. That's what the maple seed does when it falls. It falls at an angle to the incoming flow, and that angle has allowed the maple seed to hit the maximum theoretical efficiency, which is 59.3%. It's the Betz limits. The maple seed has actually hit the Betz limit, and they've tested this in a wind tunnel. You can believe that. And so we looked to this inspiration, this millions of years of R&D that happened, and we converted that into a technology that can actually be used and commercialized, which is the power cone. Nature uses this principle not only in maple seeds, but it's also seen in the kingfisher as well. The kingfisher was the inspiration for the bullet train in Japan. Japanese engineers had a problem with trains going into tunnels and creating a sonic boom. And again, that was down to time-dependent energy transfer. They make the nose longer on the bullet train. All of a sudden, there's no sonic boom. There's no vibrations. So we're harnessing the same principle here, which has actually been proven in Japan, and now we're transferring that knowledge into the wind industry. Our competition thus far really is vortex generators. They go on the same area that we're focusing on, but they don't do nearly what we're doing. They give you about a 0.5 to 2% AEP. It really depends on who you talk to. Sometimes this is hard to measure. As I was talking with my colleague Dariush, I mean, it's not always known exactly how much AEP you get because sometimes it falls within the error margin of what you're measuring. But with 10%, you're going to see that. It's going to be showing up on the power curve. So from our point of view, we think we have a very good value proposition that we can talk to a customer about and say, actually, it's proven. Here it is. You can see it. So our pilot is going up in May, if anyone's curious. We have just built the mold for the power cone, and we're about to go and manufacture the blades. You can see our partners down here. So Capstone, they're our partner IPP in this project. We're doing it at Skyway 8. There's 5 Vestas V100 turbines in this farm, and we're putting it on one of them to begin with. We're doing a side-by-side comparison. That's what Dariush and his colleagues have suggested. So we're working with power factors to actually prove the technology. We're also working with the DNVGL to look at the loads. We're measuring loads on tower bottom, tower top, all of the blade routes. We have an axial thrust sensor. We have a full vibration monitoring system on the drivetrain, and we have sensors on the power cone itself. So we'll get a very good idea about the loads on all the major components of the turbine. Acoustics is doing the noise testing, and Carlson is doing the installation of the power cone because they built Skyway 8, so they're very, very familiar with that site. Some of our other partners that we work with, both federally, provincially. We work with Polytech on lightning issues. See that? And that's us. That's our talk. Thank you.